Bon, bah, tout d'abord, merci d'être si nombreux, c'est pas mal. Pour une présentation sur un sujet, vous allez le voir, en fait, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce sujet-là, mais ce que je souhaite faire en évoquant, Louis-Joseph de Bourbon-Condé et par extension, ce que l'on va appeler l'armée de Condé, heu, ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est déjà de l'évoquer brièvement parce que, ça demanderait, je pense, plusieurs heures de réellement rentrer dans tous les détails. Heu, la chose qui m'a, la chose qui m'a frappé, ce qui m'a saisi en fait, la première fois que je lisais, quelque chose à propos de l'armée de Condé, d'ailleurs qu'il ne faut pas confondre, avec l'armée des princes, hein, l'armée des princes qui était au service de Monsieur Frère du Roi, le comte de Provence et du comte d'Artois, le futur Charles X, qui aura une existence plus courte. L'armée de Condé va perdurer, sous l'Empire d'ailleurs, puisqu'ils vont s'opposer aux troupes impériales. Hem, lorsque on découvre, le sujet de l'émigration militaire, heu, si enfin, si tant est que nous soyons un authentique royaliste, la chose qui va vous prendre, aux tripes, c'est à la fois, le sentiment, en tout cas pour moi, d'une très grande exaltation face à ces hommes qui ont, pendant à peu près 25 ans qu'a duré l'émigration, vont laisser derrière eux leur terre, notre terre de France, pour lutter, pour restaurer en fait, le trône et l'autel. C'est une chose qui, à mon sens, a une très grande importance. J'imagine qu'ici vous en êtes tous conscients et également vous allez le voir, c'est un dévouement, constant. Ces gens-là vont vivre des moments, particulièrement difficiles, au-delà du fait de la guerre. Parce que bien évidemment, ils vont exposer leur vie, mais les conditions dans lesquelles ils vont exposer leur vie sont particulièrement, redoutables. Et je vais tout de suite faire comme nos détracteurs, comme ça ce sera clair. Je vais comparer l'incomparable. C'est-à-dire qu'à mes yeux, la République qui, comme l'Allemagne le fit, occupe notre royaume, heu et l'émigration militaire, comme la France libre le fit à Londres, lutter pour délivrer la France. C'est-à-dire que pour moi, l'émigration militaire représente la résistance. Alors, je vais m'appuyer sur plusieurs textes. Je m'appuie sur, Histoire de l'armée de Condé par René Bitard Desportes et je vais m'appuyer également sur un article qui a été publié sur les Cahiers de la Sabretage, qui est une société d'études militaires. L'article en question s'appelle, laissez-moi retrouver le titre. Voilà. Donc c'est Le Prince de Condé, dernier paladin de l'Ancien Régime. Alors, Joseph de Bourbon-Condé est un militaire. Ce n'est pas, quelqu'un qui a passé, le plus clair de son temps dans les salons. Il est donc l'héritier d'une lignée de militaires puisque c'est le petit-fils du grand Condé et c'est ce qu'on pourrait définir comme un partisan normal de l'Ancien Régime. Heu, on peut citer, le comte de Ribes qui, dans l'introduction de son journal, écrit: «Nul n'est un royaliste plus orthodoxe que le prince de Condé, jaloux défenseur de la monarchie absolue, craignant souvent même que le roi et la reine ne soient trop faibles dans leur lutte contre la révolution». Il jouit d'un grand prestige, hein, et il faut savoir que, lorsque la révolution éclate, c'est un homme qui a la cinquantaine et il pourrait très bien, émigrer et se contenter de prendre sa retraite. Mais étant un soldat, c'est quelqu'un qui, comme on dit, a blanchi sous le harnois et
et ne s'encombre pas, de théories fumeuses, c'est pas du tout un philanthrope. Heu, comme le dit en fait, le 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 duc de Lévis, c'est quelqu'un qui a depuis bien longtemps dépassé l'antichambre. Il va donner, l'exemple d'une très grande implication, du point de vue militaire. Alors, il va se distinguer pendant la guerre de 7 ans. Alors, à ce propos, il y a un ouvrage qui a été écrit, par le monsieur le duc d'Aumale, au 19e siècle. C'est «Histoire des princes de Condé», et il écrit: «Le prince Louis-Joseph servit avec application dans toute la guerre de 7 ans, dégagea le maréchal de Contades à Minden, passa plusieurs hivers au milieu des troupes et finit par conduire sur les bords du Rhin une campagne aussi bien étudiée qu'heureusement exécutée. Heu, la France lui doit 2 des rares succès remportés alors sur les généraux prussiens». Hein, c'est dans le tome 7, de l'ouvrage de monsieur le duc d'Aumale. Je vais essayer de vous contextualiser, et puis on reviendra sur, Louis-Joseph de Bourbon-Condé. Je vais essayer de vous contextualiser ce qu'il se passe, heu, au moment où les événements, de la Révolution vont prendre place. Alors, déjà, en fait, la première organisation, heu, de ce qu'on appelle, l'émigration militaire date à peu près des derniers mois de l'année 1791, c'est-à-dire à peu près 2 ans après le départ du comte d'Artois. Heu, vous vous doutez bien que tout cela se déroule dans un contexte extrêmement flou, et il y a eu de nombreuses rébellions au sein de l'armée française à cette époque, hein. On peut noter, alors c'est ce que nous explique, René Bittard Desportes. L'armée était devenue la proie aux démagogues. Pas un régiment n'avait échappé à l'influence des clubs. Les bas officiers et les soldats résistaient mal aux conseils néfastes des hommes de désordre. La griserie révolutionnaire les affolait. La discipline semblait, à ses égarés, le plus odieux vestige d'un ancien ordre des choses que tout sapait. Alors, à Paris, le régiment des gardes françaises avait, donné l'exemple de l'insubordination, et la municipalité parisienne, en avait été récompensée en le constituant comme, sa garde prétorienne. À Caen, le régiment de Bourbon assassina son major, monsieur de Belzunce, dans des conditions odieuses. À Nancy, la garnison soulevée emprisonna monsieur de Malseigne, lieutenant-colonel des carabiniers, et il eut, heu, il eut beaucoup de difficultés, par exemple, pour monsieur de Bouillé, pour que finalement, en fait, ces troupes qui lui étaient restées fidèles arrivent à réprimer la sédition. À Lille, les 2 régiments Royal Vaisseau et de la Couronne se mutinèrent et en vinrent aux mains, et ils s'unirent pour aller jeter leurs 2 colonels, monsieur de m m messieurs de Lameth et de Gouvernay. Ils les jetèrent en prison. Heu, on va avoir énormément d'exactions. Alors, ce qui va se passer, c'est que le prince de Condé, heu, va fuir, heu, on va dire de ville en ville, et va se retrouver à Chambéry. Il y a une anecdote assez, je sais pas, pitoyable, qui va se dérouler à Chambéry. À Chambéry, en fait, se trouvait le vicomte de Mirabeau, qui était le colonel du régiment de Touraine et qui avait quitté sa garnison de Perpignan pour se rendre en Savoie, afin de se mettre à la portée des princes, qui se trouvaient à cette époque en Piémont. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que monsieur de Mirabeau est quelqu'un de très, très, expansif, et il va faire peur aux administrateurs de la région, qui vont lui envoyer une délégation et qui vont le forcer carrément à quitter, parce qu'en fait, il était un peu bruyant à propos de ses projets belliqueux, et ça agitait un peu trop la province, et donc des représentations, sont faites à monsieur de Mirabeau par les magistrats savoisiens, et donc il se résout à se retirer en Allemagne.
Alors et c'est en Allemagne, en fait, que l'on va retrouver, Monsieur, frère du roi et le comte d'Artois, hein, le futur Charles X, ainsi que, le prince de Condé. Alors, pour ce qui est de la personne du prince de Condé, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa vie, semble extrêmement humble. Une anecdote nous est racontée, heu, il y eut une tentative d'assassinat, bon qui avorta, assez rapidement en fait et alors qu'il était stationné à Worms et en fait ce qui s'est passé, c'est que la personne aurait tenté ou aurait, formé le projet de le tuer. Il n'y arriva pas et sur ce, en fait, les soldats décidèrent de constituer une garde, des gardes du corps, en fait, pour le protéger et monsieur de Condé ne voulait pas entendre parler de ça. Il estimait que c'était absolument stupide. Mais ces soldats qui avaient une très, très grande admiration pour lui, insistèrent et il n'accepta qu'à la condition que ces gardes du corps dînent avec lui tous les jours. Et ainsi, en fait, à la table du prince, on trouvait les soldats qui qui lui servaient de garde du corps. Je trouve que c'est quand même un excellent exemple, de ce qu'est l'humilité. Alors, il faut préciser également à ce moment-là que, entre Coblence, où sont stationnés les princes, et Worms, il y a une différence. De nombreux auteurs nous renseignent. On a l'impression, que Coblence ressemble plus, à une cour, de fat et de présomptueux, alors qu'à Worms, on est vraiment sur une organisation purement militaire et bien sûr, je pense que la personnalité du prince de Condé y est pour beaucoup. Monsieur Bittard Desportes nous explique également, heu, que l'émigration militaire n'aurait pas réussi sans la présence, du prince de Condé qui était absolument, admiré par ses hommes. Alors, je vais essayer de vous retrouver le passage que j'ai annoté. Bon, évidemment, je le retrouve pas, c'est pas très grave. Alors, dès, dès le début, en fait, de l'immigration, du prince de Condé, heu, il va tenir un journal. Alors j'en ai lu une partie, c'est c'est très factuel et très aride. C'est quelqu'un de très discret. Il y a une anecdote qui est assez amusante. Voilà, le mardi 28, je pris des eaux pour me purger, car il faut convenir que, quelque bonne constance qu'on fasse, on fait un peu de bile dans la situation où je me trouvais. Je ne sortis pas de la matinée. Voilà, c'est l'entrée du mardi 28 quoi. C'est très aride et il y a également une autre entrée qui peut intéresser certaines personnes et cela, concerne Louis XVII, car il y a eu des rumeurs, concernant la présence de Louis XVII qui aurait été, extrait de la prison du Temple pour être conduit au prince de Condé et ça a entretenu pas mal de polémiques puisque, comme c'est un mémorialiste discret, la seule entrée que l'on peut trouver, c'est qu'il aurait rencontré un prince et point à la ligne. Donc ça serait un sujet, pour une autre présentation. Donc, hem, ce qui va ce qui va s ce qui va se dérouler en fait, concernant l'armée de Condé prend place, heu, démarre en fait à Worms et finit en 1801. Hein, les derniers coups de feu seront tirés en 1801
Lui-même ne va pas rentrer en France. Certains vont rentrer, mais lui, en fait, ne va pas rentrer et il va rester, en Angleterre en exil jusqu'à la Restauration et lorsqu'il rentrera, en fait, il sera, couvert d'honneur, bien sûr. Hem, je pense qu'il va être oui, il est réinstauré, en fait, dans ses anciens grades, bien sûr. Certains autres officiers seront quant à eux, réinstaurés dans leurs anciens grades ou même seront, promus et il s'éteindra en 1818, dans son château de Chantilly. Château de Chantilly qu'il trouvera bien évidemment pillé par la Révolution, heu, mais bon, c'est un peu le cas d'énormément de demeures, concernant, l'émigration. Alors, pour ce qui est de Louis-Joseph de Bourbon-Condé, il va, il va épouser en fait, à Versailles en 1753, Charlotte de Rohan, qui est la fille de Charles de Rohan, qui est une qui est un prince de Soubise, heu et qui est la fille également d'Anne-Marie-Louise de la Tour d'Auvergne. Il faut noter également, un de ses petits-fils, qui est le triste duc d'Enghien, qui sera fusillé, alors d'après certains historiens, on le sait tous, il est arrêté par Napoléon Bonaparte, mais ce sont, les soldats qui outrepassent les ordres, de Napoléon Bonaparte et qui le feront fusiller. Il y a bien évidemment des controverses, à ce sujet. Alors nous allons retourner un petit peu en arrière, heu, au démarrage de l'émigration. Au démarrage de l'émigration, dès la nouvelle en fait de la chute de la Bastille, le prince de Condé est saisi de consternation. Je vais vous lire donc l'entrée du journal qui correspond à ce moment. Nous apprîmes le mardi 14 juillet au soir, à Chantilly, que les révoltés s'étaient emparés de la Bastille. Nous eûmes de la peine à le comprendre, mais enfin, cela était. Je crus alors ne pouvoir me dispenser de me rendre le lendemain avec mes enfants auprès du roi, dont au moins la couronne nous paraissait en danger. Mais les chemins n'étaient pas sûrs, plusieurs de mes courriers n'avaient pas pu passer, l'un d'entre eux avait été arrêté et n'avait échappé que par le plus grand des hasards. Je me décidai donc à partir le lendemain matin à cheval, par des chemins détournés, pour me rendre à Versailles comme je pouvais, mais le peu de sûreté des environs de Paris me détermina à me faire escorter par quelques-uns de mes gentilshommes et une vingtaine de mes gens à cheval. Nous étions tous bien armés. Alors, ce texte est important, c'est celui par lequel commence son journal et certains en fait de ces aspects méritent d'être soulignés. La prise de la Bastille est difficile à comprendre, non seulement à cause de son caractère insurrectionnel, mais pour le prince, qui est avant tout un militaire, comment concevoir qu'une telle forteresse ait pu être investie par la populace? Heu, vous pouvez vous amuser si cela vous intéresse, à envisager comment la Bastille, aurait pu être prise d'assaut. C'est un château médiéval. Les cours d'histoire, sont ou même les films modernes sont assez étranges finalement parce que je ne suis pas un spécialiste en polyurcétique, mais la prise d'assaut d'un château avec des fourches, sans échelle, sans machine de siège ou de canon, ça me paraît difficile. Bref, ça aussi c'est un sujet qui pourrait être, abordé un soir. Je pense que c'est même un sujet cocasse. Si le gouverneur n'avait pas été coupé en morceaux à la suite, on pourrait presque en rire. Donc le «nous» qu'utilise, le prince de Condé sur ce texte, n'est pas un pluriel de majesté, mais précise que ses enfants ont été aussi surpris que lui, choqués et surtout indignés.
Cette présence auprès du roi, le prince la tient pour indispensable, sans doute plus par des liens, de véritable fidélité, voire d'amitié, que par ses titres honorifiques de grand maître de France et de colonel général de l'infanterie. C'est 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 quand même, c'est quand même un officier supérieur, hein, c'est à cette époque, heu, qui est donc le début de la désagrégation, de la société civilisée, le prince de Condé souligne qu'au moins la couronne lui paraissait en danger. Il pense donc à un changement institutionnel qu'il redoute, mais pas encore qu'on pourrait s'en prendre à la personne même du roi. Mais là, en fait, il ne va pas tarder à s'en rendre compte. Une chose est de vouloir rejoindre le roi et une autre en est, d'aller de Chantilly à Versailles, dans ce climat éminemment subversif autour de la grande peur. Suivant le prince lui-même, les chemins ne sont pas sûrs. Heureusement pour lui, et contrairement au roi lui-même, le prince de Condé n'est pas un prince des nuées. Ce n'est pas un idéaliste, comme je le disais précédemment, mais un réaliste. Et aussi un officier qui connaît la guerre et qui sait comment composer une escorte de sûreté, non seulement avec ses gentilshommes, mais aussi avec ses gens de moindre extraction qui lui sont tout aussi fidèles. Comme il le souligne, nous étions tous bien armés. Il ne fait pas les choses à moitié et participe lui-même à l'action. Et on voit bien que c'est une vieille habitude qu'il a depuis la guerre de 7 ans et qui va se confirmer en fait tout au long des campagnes de l'émigration. On peut noter également une entrée en fait dans le journal d'émigration du comte d'Espinchal qui confirme donc l'importance de cette escorte qui chevauche ventre à terre par des chemins de traverse de Chantilly à Versailles. Le 15 au matin, le prince de Condé, son fils et son petit-fils, suivis de leurs officiers et de leurs gens, forment une escorte considérable, armés jusqu'aux dents, et partirent de Chantilly à cheval pour se rendre à Versailles par des chemins de traverse. C'est donc le 16 au matin que le prince de Condé assiste au lever du roi et s'entretient avec lui. Il offre de l'accompagner à Paris s'il est amené à s'y rendre. Et contrairement à ce que ce fidèle serviteur pouvait s'attendre, le roi refuse carrément en disant que ce déplacement n'était pas encore envisagé et que même s'il l'était, il n'aurait pas besoin de lui. Ces paroles dit-il, pardon, ces paroles ne me laissèrent aucun doute que ma présence à son entrée dans Paris ne lui parut importune ou nuisible. Et donc, le prince de Condé décide de s'en retourner à Chantilly. Le roi se comporte comme le ferait le plus mauvais élève d'une classe. Donc là, je cite directement l'article que j'ai trouvé sur la sabretache et je suis assez d'accord avec cela. Entre deux décisions, il choisit toujours la mauvaise. Le prince ne fait pas explicitement de commentaires. Par contre, Monsieur d'Espinchal s'exprime clairement, exprime clairement son désappointement. Bien des gens pensaient que le roi prendrait enfin une résolution digne du sang qui coule dans ses veines, mais jamais il n'en eut le courage. Tout ce qu'il put faire fut d'approuver la fuite de monsieur, le comte d'Artois, et de ses enfants, ainsi que de toute la maison de Condé. Toutefois, si en la circonstance le roi manque de caractère, par contre, sa bienveillance est toujours active. Il recommande les enfants du comte d'Artois à monsieur de Serran, leur précepteur, et donne un passeport à son frère pour avoir assistance de tous les commandants des places où il serait dans le cas de la réclamer. Et donc, on va assister au premier grand départ de l'émigration. Alors, excusez-moi, j'avais Discord qui clignotait, je suis désolé. Euh, je, je ne résiste pas au fait de vous citer une fois de plus l'article sur lequel je m'appuie. L'auteur, qui est extrêmement vif, nous écrit: «Si au lieu de nous abreuver, d'histoires glauques de délinquants divers et avariés affrontant des policiers du même acabit, du moins au plan vestimentaire, les cinéastes s'intéressaient un tant soit peu à notre glorieux passé, le départ du prince de Condé et de sa famille après celui du comte d'Artois pourrait leur fournir une mine de thèmes intéressants
monuments, costumes, etc., sans compter l'élément dramatique de la situation. Donc, revenu de Versailles, le prince de Condé dîne une dernière fois dans ce fameux château de Chantilly. Il séjourne encore 2 heures, il fait quelques arrangements et le quitte. Et il va le quitter pour bien des années. C'est en 1814, âgé de 78 ans, qu'il reviendra en possession de son domaine. Il sera bien sûr vandalisé et on doit en fait la, la reconstitution pardon, des collections etc., heu, à monsieur le duc d'Aumale. C'est un Bourbon. Heu, D'ailleurs bon, enfin bon, on pourrait aussi faire une émission sur le duc d'Aumale, ça serait assez intéressant. Hem, alors pour ce qui est donc, de l'armée de Condé en tant que telle, donc comme je l'ai dit, hein, monsieur de Condé va naître en 1736, heu et il va s'éteindre en 1818. C'est-à-dire qu'il va le traverser à la fois, la fin du règne de Louis XV, le règne de Louis XVI et s'éteindra pendant le règne de Louis XVIII. Donc il aura 82 ans au jour de sa mort et 82 ans de service sans désemparer, au service de nos rois. Ainsi nous dit-on, depuis Louis le bien-aimé jusqu'à Louis le désiré, en passant par le roi martyr, sans oublier Louis XVII. Comme je l'ai dit précédemment, ce sera un des plus brillants capitaines de la guerre de 7 ans. Il a remporté notamment la bataille de Johannesburg en 1762 sur le prince de Brunswick. Et d'ailleurs, en fait, les canons de Brunswick ornèrent son château de Chantilly, comme une très belle décoration. On lui doit également la construction du Palais Bourbon, qui n'est plus très, très bien fréquenté. Vous en conviendrez avec moi, je l'espère en tout cas. Hem, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1789, il a 53 ans, hein. 53 ans, il pourrait être, enfin, après une vie de soldat, on pourrait très bien s'attendre à ce qu'il s'arrête. Mais non. Donc il va gagner Worms et à Worms, en fait, il va reprendre le combat au service du roi et va former, en fait, la fameuse armée de Condé. Hem, je vais vous citer, en fait, quelques fiers soldats, de l'armée de Condé qui, qui vont vouloir, en fait, suivre, Louis-Joseph de Bourbon-Condé. Avec lui donc, il y a son fils, le duc de Bourbon, qui, combattra glorieusement aux côtés de son père, le duc d'Enghien, un officier jeune et valeureux, donc fusillé plus tard dans les fossés de Vincennes. Parmi les noms illustres ayant servi à l'armée de Condé, nous allons citer également le duc de Richelieu, futur ministre de Louis XVIII et créateur d'Odessa. On dit de lui que c'était l'homme de France qui connaissait le mieux la Russie. Mais on va y trouver également Chateaubriand, les Damas, les Blancas, Langeron, et cetera. Et sans oublier, Bonald également. On pouvait retrouver, toutes ces références dans les ouvrages dont je vous ai parlé également précédemment. Je pourrais vous faire un récapitulatif un peu plus tard. Hem, pour ce qui est du service de l'armée de Condé, il faut bien comprendre, que c'est extrêmement difficile pour le prince de Condé de maintenir sa troupe. Ils vont être placés tour à tour sous divers drapeaux, celui de l'Autriche, de l'Angleterre et enfin de la Russie. Il faut également noter, la haine, et je pèse mes mots, que les Allemands vont nourrir à notre égard. Alors je vous cite, une fois de plus, Histoire de l'armée de Condé, c'est à la page 71. La conduite des ducs de Wurtemberg
de Bavière, du landgrave de Hesse-Kassel et de quelques autres à l'égard des immigrés révoltent la nature. Heu, Parmi, les quelques coups que les Allemands vont faire, donc les Allemands nous ont toujours détestés. Aussi, depuis le châtelain jusqu'au dernier paysan, tous manifestaient aux Français royalistes leurs antipathies, leur colère, leur rancune, et leur prince donnait l'exemple. Et donc, ce que j'ai cité, en fait, c'est monsieur de Bouillé qui le dit. Alors, parmi les choses que l'on peut voir, en fait, heu, notamment, le prix de la nourriture, vendue, à des tarifs, complètement délirants, l'impossibilité de trouver des logements, l'impossibilité d'avoir des chevaux, et cetera. Mais, heu, la volonté des royalistes est telle que ces gens-là, en fait, vont continuer à combattre, comme je le disais, hein, jusqu'en 1801, c'est pas rien. Et cela fait preuve, enfin, cela démontre bien, en fait, heu, la volonté profonde de ces hommes qui a absolument doivent nous servir d'exemple. C'est la raison pour laquelle je passe mon temps à étudier ce que fut l'armée de Condé, et mon admiration sans borne pour Louis-Joseph de Bourbon-Condé, qui est un de mes héros personnels. Alors, j'aimerais une fois de plus vous citer quelqu'un. Je vais vous citer, René de Chateaubriand qui, parle de l'armée de Condé, bien sûr, dans les Mémoires d'outre-tombe. Il écrit, et cela vous donnera un peu, une image de ce qu'était l'armée de Condé: «La dernière représentation de l'ancienne France militaire, un assemblage confus d'hommes faits, de vieillards, d'enfants descendus de leur colombier, jargonnant normand, breton, picard, auvergnat, gascon, provençal, languedocien, un père servait avec son fils, un beau-père avec son gendre, un oncle avec ses neveux, un frère avec un frère, un cousin avec son cousin. Cet arrière-ban, tout ridicule qu'il paraissait, avait quelque chose d'honorable et de touchant, parce qu'il était animé de convictions sincères.» On peut également noter ce qu'écrit le chevalier d'Espelles: «Des officiers élégants deviennent tout à coup soldats par dévouement pour la monarchie, mais c'est un corps où personne ne veut nettoyer son fusil, ni faire l'exercice, mais où chacun est prêt à se faire tuer, et d'une bravoure à toute épreuve.» Si vous lisez, également, l'ouvrage donc de René Bitard-Desportes, qui a été réédité il y a peu de temps, donc René Bitard-Desportes, Histoire de l'armée de Condé, préface de Hervé de Roquigny, les recensions des batailles sont, enfin, si vous aimez les romans d'aventure, vous pouvez les lâcher et lire ce livre, c'est passionnant. Bon, il faut aimer l'histoire militaire, c'est évident. Hem, je peux vous citer également la chose suivante, vous allez voir. Les émigrés de Quiberon sont descendus les armes à la main sur le sol sacré de la patrie, mais ils l'ont fait pour la cause de leur roi. Ils étaient salariés de nos ennemis, cela est vrai, mais ils l'étaient, ou auraient dû l'être, pour la cause de leur roi. La France donna la mort à leur action et des larmes à leur courage. Tout dévouement est héroïque. Déplorables effets des commotions politiques qui déplacent le premier pouvoir de la société. La vertu, l'honneur, sont renversés de dessus leur base. Chaque parti se voue avec fureur au culte de ses dieux et se croit innocent en lui sacrifiant même des victimes humaines. Qui est à plaindre alors? La nation. Qui est à blâmer parmi les hommes? Un bien petit nombre. Si l'on réfléchit que dans ces conflagrations universelles, les circonstances quelquefois les plus minimes précipitent nos destinées indépendamment de notre volonté, de notre caractère et des résolutions prises la veille d'un événement inattendu. Vous doutez bien que c'est pas moi qui ai écrit ça, hein, c'est encore René de Chateaubriand. Donc voilà, je pourrais ainsi continuer pendant plusieurs heures. Nous allons bientôt nous arrêter. Je souhaiterais avant tout, enfin, avant de terminer, vous évoquer assez brièvement ce qu'est l'armée de Condé, car on ne peut pas parler du prince de Condé sans l'évoquer. Et
je souhaite ainsi vous donner un peu une idée. Initialement, à sa constitution en avril 1793, l'armée de Condé est constituée du régiment noble à pied de Condé, ou infanterie noble. Ce régiment compte 2 bataillons à 6 compagnies de 196 hommes. Je vous fais grâce de la liste des capitaines, bien sûr. Le commandant en est le colonel, Gelb, et Gabriel Auguste de Mazancourt, qui en est le lieutenant-colonel. Parmi les autres unités de ligne, on a la Légion de Mirabeau, le régiment de Hohenlohe, le régiment de Rohan, la brigade d'Austrasie et du Soissonnais, qui aura une existence éphémère, ainsi que les gentilshommes de la province de Champagne. Et pour ce qui est de la cavalerie, elle va être constituée de 5 divisions, donc l'escadron gentilhomme, la cavalerie de la Légion de Mirabeau, les chevaliers de la couronne, additionnés à ce qui reste de dauphin cavalerie, un autre escadron de gentilshommes dans la 4e division et un autre escadron de gentilshommes dans la 5e division. Heu, à cela sera additionné en fait un escadron de hussards, qu'on appelle les hussards de Salm-Kirbourg. L'artillerie reçoit 8 pièces qui ont été promises par Frédéric Guillaume II de Prusse. Voilà. Et en 1795, la l'armée de Condé est un peu plus conséquente. Elle se constitue pour l'infanterie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 régiments. Les chasseurs nobles, bien sûr la légion noire de Mirabeau qui va se transformer, à la mort de Mirabeau en légion de Damas, le régiment de Hohenlohe, le régiment de Bardonnanche, de Roquefeuille, d'Alexandre de Damas et de Montesson. Et pour la cavalerie, 5, 6, donc le régiment noble, le 1 régiment noble, le 2e régiment noble, le régiment du Dauphin, les hussards de la légion de Damas, les hussards de Bachy de Caïla, les chasseurs de Noinville, les dragons de Fargues, les chasseurs d'Astor, les dragons de Clermont-Tonnerre, les cuirassiers de Furanges et les chevaliers de la Couronne. Heu, l'armée de Condé va combattre en 1796 pardon, en Souabe. En 97, l'Autriche signe le traité de Campo Formio avec la Première République française, ce qui met fin officiellement aux hostilités contre les Français. Du coup, à ce moment-là, en fait, l'armée de Condé va se retrouver entre parenthèses sans solde. Et c'est ainsi qu'en fait, plus tard, l'armée de Condé va rentrer au service du tsar Paul Ier de Russie. Ils seront stationnés en Pologne et ils combattent en 99 en Rhénanie avec Alexandre Souvorov. En 1800, quand la Russie quitte la deuxième coalition, ils remettent au service des armées anglaises et combattent en Bavière. Et après avoir fait en pure perte des prodiges de valeur à Wissembourg, à Haguenau et à Bettenheim, le prince est obligé de congédier son armée et se retire en 1800 en Grande-Bretagne avec son fils. Voilà, je je vais m'arrêter là et si certains, ont des questions, je serai heureux d'y répondre. J'espère que cette brève présentation j'ai essayé de faire le plus bref possible, malheureusement, je n'ai pas pu tout évoquer. 196 hommes, un escadron, si je me rappelle bien. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vous remercie de m'avoir écouté au passage, mais j'espère que ça vous a intéressé. Ah oui, bien sûr. Alors Fanny nous demande, avait-il des enfants? C'est vrai que j'aurais pu l'évoquer, je les ai passés un peu sous silence. Non seulement il avait des enfants, mais en plus il avait, une fille extrêmement prestigieuse. Voilà. Donc c'est la princesse, Louise de Condé. La princesse Louise de Condé qu'en fait qui va naître, en 1757
et qui va décéder en 1824. Elle, attendez, j'essaie de je suis désolé, je m'attendais pas à la princesse de Condé. Alors il y a un ouvrage en fait qui lui est consacré, c'est Histoire des 3 derniers princes de la maison de Condé, prince de Condé, duc de Bourbon, duc d'Enghien, d'après les correspondances originales et inédites de ces princes. Donc, c'est, l'ouvrage de Crétino-Joly. Hem, Elle, j'essaie de retrouver, son elle était mère supérieure, voilà, c'est ça que je cherchais. Elle avait beau invoquer au début de ses lettres la sainte trinité de l'autel, ce dernier succombait régulièrement à la tentation jusqu'à sa fin équivoque. Cette mère supérieure, à travers les exils et les souffrances de l'émigration, fut aussi et surtout une femme supérieure. Louise de Condé. Il y a un livre de Claude Alain Sarr sur Louise de Condé. Est-ce que est-ce qu'il y a une autre question? Alors Général Sky nous demande combien d'effectifs contrôlés Condé au total. C'est assez variable en fait, ça va plutôt fluctuer. Alors ce qu'on sait de manière certaine, c'est que à la suite de la fuite de Varennes, il va y avoir, d'autres, enfin un apport substantiel. Heu, Grosso modo, ça correspond à 10 000 hommes à peu près, ce qui est assez conséquent, hein. Alors Fanny, je comprends pas ta question. Ah oui, c'est parce qu'en fait c'est une des branches de la famille Bourbon. Il est prince de Condé. Il n'est pas, comment dire? C'est une branche, si je me rappelle bien, c'est une branche cadette, je pense. Attendez, je retrouve le j'avais pris une note là-dessus. Parce qu'en fait, il va y avoir un mariage, qui va être fait, pour justement apaiser des dissensions. Alors, oui, par exemple, voilà, heu, ce qu'on nous dit, c'est qu'en 1770, il marie son fils, donc le prince de Condé, il marie son fils, à Bathilde d'Orléans, fille de Louis-Philippe, duc d'Orléans et sœur de Philippe Égalité. Le mariage est censé guérir les relations entre les Condé et les Orléans, tous descendants des filles illégitimes de Louis XIV et de madame de Montespan. Voilà. Oui, pardon, je lis pas les questions à voix haute, je suis désolé. Alors, Redskin nous demande: «Sachant que les idées, libérales, j'imagine, qui nous viennent d'Angleterre ont fortement influencé le coup d'État de 89, qui est une inspiration de la rébellion de qui tire son inspiration de la rébellion de Cromwell en 1688, n'est-il pas paradoxal et même contradictoire que le prince de Condé se met». Oui, alors ça agace tout le monde, hein. C'est pour ça que j'ai lu le texte précédemment sur, le débarquement à Quiberon. Alors qu'il y a plusieurs raisons, je pense. Heu, je pense que l'on peut, noter que la Révolution effraie les couronnes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des courants souterrains. Heu, mais à travers, en fait, ce que l'on peut noter, en fait, quand on lit l'histoire de l'armée de Condé, c'est qu'ils vont aller de solde en solde, de drapeau en drapeau, et ils emmerdent tout le monde. Parce qu'au final, heu, les pays qui font la guerre à la France ne font pas la guerre à la France pour, restaurer le roi. Ils font la guerre à la France parce qu'ils font la guerre à la République et puis ils font la guerre à la France parce qu'ils ont envie, pour une fois, ils en ont l'occasion, de la saigner. Et les Condéens,
sont là. On ne peut pas les zigouiller tout de même. Donc par exemple, vous si vous lisez, ce qui se passe pendant la bataille de Valmy, le prince de Brunswick va reléguer l'armée de Condé, sur son aile. Il va y avoir des marches et des contre-marches et lorsque finalement l'armée de Condé va réussir à raccrocher au gros de l'armée, ils ne pourront pas prendre part au combat, parce qu'en fait le prince de Brunswick a décidé de faire retraite. D'ailleurs, à mon sens, bon, il faudrait peut-être un petit peu plus gratter, mais ça bat en brèche, le roman national, du Moulin de Valmy et de la grande victoire des armées révolutionnaires et cetera. Parce que bon, en termes de qualité d'officier, on avait peut-être des officiers pas trop mauvais et encore, mais en qualité de soldats, face à l'armée prussienne qui est une des armées les plus entraînées, on aurait pu s'attendre à ce que Valmy soit, une affaire assez réglée et lorsqu'on lit en fait, alors j'avais retrouvé une citation, d'un de Condé, enfin je l'ai pas sous la main, ça sert à rien de vous faire patienter, mais en gros, il est stupéfait de voir, Brunswick, se retirer du champ de bataille. Alors donc, pour ta question Redskin, n'est-il pas paradoxal et même contradictoire que le prince de Condé se met au service de l'Angleterre? Les Condéens vont se mettre au service des gens qui payent. C'est comme ça. Heu, leur, leur volonté est de restaurer en fait, de remettre le roi de France sur le trône de France. Peu importe le moyen, ça me paraît pas délirant et je pense en fait, à lire ce qui est écrit, heu, je pense ils avaient la conviction que même si la République, perdait des batailles, ils auraient toujours le champ libre pour pouvoir, remettre monsieur frère du roi, hein, Louis XVIII, sur le trône. Puis techniquement, je vois pas comment, les pays, l'Angleterre, l'Autriche et cetera, auraient pu faire autrement. Ils allaient pas faire assassiner, Louis XVIII, ou Charles X, quoi. Enfin, c'était pas trop possible. Je sais pas si je réponds à ta question? Le 31 du mois d'août, nous vîmes